Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on remonte dans le temps, 153 ans en arrière, pour arriver le 9 novembre 1870 au village de Coulmiers, qui fut le théâtre d'une victorieuse bataille de l'armée de la Loire sur les troupes bavaroises durant la guerre franco-prussienne. Le 19 septembre 1870, alors que Paris est encerclé par les Allemands, le gouvernement provisoire de la République française souhaite faire libérer la capitale par l'armée de la Loire, afin de ne pas être pris à revers le sud de Paris. L'ennemi envoie le corps d'armée bavarois commandé par le général von der Thann attaquer Orléans. La ville est prise les 10 et 11 octobre, mais tout espoir n'est pas perdu, car les Bavarois sont de moindre qualité que les Prussiens. Partons ensemble découvrir cette bataille oubliée. L'annexion du comté de Nice et de la Savoie à laquelle la France de Napoléon III procède en échange de son soutien à l'unité de la péninsule italienne réveille les craintes des appétits expansionnistes français dans la plupart des États allemands qui mobilisent des troupes à proximité du Rhin. Pour le ministre-président de Prusse, Otto von Bismarck, la question de l'unité allemande ne peut être résolue sans l'usage de la violence, comme il l'affirme dans son discours du fer et du sang. Et en 1866, pour mettre fin à l'hégémonie autrichienne au sein de la Confédération germanique, il déclare la guerre à l'Empire d'Autriche de François-Joseph d'Habsbourg. La victoire de l'armée prussienne à la bataille de Sadowa, comme vous le savez, le 3 juillet 1866 modifie l'équilibre des puissances en Europe. En France, ce succès suscite l'inquiétude des journalistes, des intellectuels et des hommes politiques qui redoutent ce rival capable de disputer à la France son rang de première puissance européenne. Au point que certains historiens évoquent l'apparition d'un complexe de Sadowa. Par ailleurs, le conflit austro-prussien témoigne du manque de clairvoyance de Napoléon III en matière de politique extérieure. En premier lieu, l'empereur des Français tente de monnayer sa neutralité et d'obtenir des compensations en réclamant à Bismarck l'annexion par la France d'une partie de la rive gauche du Rhin, ce que le chancelier prussien rejette immédiatement et fermement. Dans le même temps, l'Italie ayant conclu une alliance avec la Prusse et ouvert un deuxième front dans les Alpes pour récupérer la Lombardie et la Vénétie. La France se place en médiatrice entre son allié italien et l'Autriche. Mais le règlement du conflit et la cession du territoire aux Italiens n'est pas considéré comme un succès diplomatique et génère de nouvelles tensions dans les deux camps, comme vous vous en doutez. L'année suivante, la crise luxembourgeoise renforce les tensions franco-prussiennes. Premier acte de la détermination de Bismarck et du caractère non négociable de l'aliénation du territoire allemand. Napoléon III porte ses revendications sur le Grand-Duché de Luxembourg, dont la citadelle est gardée par une garnison prussienne, mais qui demeure en union personnelle avec le Royaume-Uni des Pays-Bas. Pour l'empereur, cette résolution n'est qu'une étape vers une extension plus ambitieuse en direction de la Belgique, qui toucherait directement les intérêts britanniques. Alors que Bismarck semble un temps favoriser ce projet, il met en échec la politique des pourboires de l'empereur et manœuvre dans l'ombre pour que des fuites dans la presse compromettent irrémédiablement Napoléon dans l'opinion publique des différents pays concernés, et comme vous l'avez deviné, pour l'affaiblir directement, politiquement et militairement. Une conférence internationale convoquée à Londres aboutit au renoncement des prétentions françaises, à la neutralisation du Grand-Duché et au départ de la garnison prussienne. Si la France ne semble pas perdre la face, son image en ressort profondément entachée, discréditée et n'ayant obtenu aucune compensation pour sa neutralité. Napoléon III apparaît affaibli, et c'est l'ensemble des intérêts français qui semblent mis en péril par la nouvelle puissance et l'ambition expansionniste prussienne, qui se traduit par la création de la Confédération de l'Allemagne du Nord à l'initiative de Bismarck. La guerre apparaît de plus en plus inévitable. Journalistes et écrivains appellent à la vengeance, comme Alexandre Dumas qui dénonce la terreur prussienne en 1867. Otto von Bismarck, lui aussi, pensait qu'un conflit armé avec la France était inévitable. Comme il l'a dit lui-même, il l'a reconnu dans son livre « De souvenirs ». Je ne doutais pas de la nécessité d'une guerre franco-allemande avant de pouvoir mener à bien la construction d'une Allemagne unie.
Malgré l'opposition virulente de certains parlementaires, Adolphe Thiers en tête argumenta que les armées ne sont pas prêtes à entrer dans un conflit direct avec la Prusse et ses alliés. La mobilisation est signée le 14 juillet 1870 et le lendemain matin, les parlementaires votent majoritairement les crédits de guerre. Le 19 juillet, la guerre est déclarée. À cette nouvelle, les Parisiens se réunissent spontanément devant les Tuileries, et tandis que l'armée se tient sur le pied de guerre, étant prête, archi-prête. Selon le ministre de la guerre, Leboeuf, les Prussiens et leurs alliés, 2 fois plus nombreux que l'armée impériale, marchent sur la rive gauche du Rhin et s'apprêtent à faire des plaines de l'Est le tombeau de l'Empire français. À la fin du mois de septembre 1870, l'invasion allemande couvrait déjà le tiers du territoire national pour résister à 600 000 hommes bien organisés, bien entraînés, bien pourvus et bien commandés. La France n'avait, après la capitulation de Sedan, que l'armée de Metz, bloquée dans son camp retranché, 2 corps d'armée, les 13e et 14e, qui devaient servir de noyau à l'armée de Paris, et en province, à peu près 50 000 hommes de dépôt, de régiments, de marche et de débris. Dans le courant de ce mois, on avait réuni derrière la Loire quelques régiments de marche, quelques régiments de mobile, des régions du centre et de l'ouest. Ces troupes et 4 régiments de ligne rappelés d'Algérie, les 10e, 38e, 39e et 92e, étaient destinés à former le 15e corps d'armée de l'armée de la Loire, sous la direction du général de la Motte Rouge. Après la défaite de Loigny et la réoccupation d'Orléans par les Allemands le 4 décembre, l'armée de la Loire se trouve séparée en 2 groupes. Gambetta décide alors de réorganiser ses troupes en 2 armées. D'une part, les 15e, 18e et 20e corps sont regroupés pour constituer l'armée de l'Est, dont le commandement est confié au général Bourbaki, installé à Gand et Salzbrice. Il a pour mission de se porter au secours de Belfort, qui résiste encore aux Allemands. D'autre part, les 16e et 17e corps, commandés par le général Chanzy, installé à Bougancy, devaient alors devenir la 2e armée de la Loire. Pendant le siège de Paris, la tâche du département de l'armée sous le commandement du général Van der Tann était de protéger les troupes de siège contre l'armée de la Loire nouvellement formée. La division de l'armée se composait du 1er corps bavarois, de la 22e division et de quelques unités de cavalerie. Après une victoire bavaroise à la bataille d'Artenay, les Français se retirent et les troupes bavaroises peuvent prendre Orléans le 11 octobre. Les avant-gardes avançaient bien au-delà de la Loire. Cependant, la 22e division du général Ludwig van Wistic et la 4e division de cavalerie sont retirées à Paris pour soutenir les troupes assiégeantes, prenant Châteaudun le 18 octobre et Chartres le 21 octobre. Les troupes du général Van der Tann, dans la région d'Orléans, comptaient environ 26 000 hommes. Les troupes allemandes, stationnées à Orléans et dans les environs, sont opposées sur la Loire aux unités nouvellement assemblées de l'armée de la Loire. Ceux-ci reçurent un afflux ininterrompu de volontaires de guerre et à la fin d'octobre 1870, ils comptaient jusqu'à 200 000 hommes, dont 120 000 soldats étaient prêts à l'action. De plus grands problèmes se posaient pour les Français en raison du manque de formation des volontaires et de la grande pénurie de sous-officiers et d'officiers. Pour la première fois, un changement de tactique français est apparent, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'artillerie. L'armée française du Rhin s'était appuyée presque entièrement sur le feu supérieur de l'infanterie. Dans une tentative d'adopter la tactique allemande, l'artillerie existante a été utilisée beaucoup plus massivement et à une distance beaucoup plus courte. En outre, il y avait aussi un équipement amélioré, en particulier avec des canons lourds. Les Français disposaient d'un grand nombre de canons de 12 cm, qui n'étaient auparavant utilisés que sur les navires. Des canons de campagne de Grande-Bretagne, qui avaient été commandés par le nouveau gouvernement français en octobre, y furent également utilisés pour la première fois. Cette artillerie inflige de lourdes pertes, notamment aux Bavarois, retranchés dans la forêt de Montapipo. En ce qui concerne l'équipement de l'infanterie, en plus du fusil chasse-pote, les Français disposent également de milliers de fusils Enfield et Springfield d'Angleterre et des États-Unis. Les soldats français blessés dans la bataille pouvaient difficilement recevoir des soins médicaux. Le général Dorel de Paladine dispose d'environ 75 000 soldats et de 160 canons au début de novembre 1870.
et entreprend avec eux une avance vers Orléans. L'objectif est de détruire le corps bavarois à Orléans, puis de faire de la ville une base pour secourir Paris. Cependant, les unités ont été remarquées par la cavalerie allemande dès le 7 novembre, et des mesures appropriées ont été prises. Orléans est évacué par les Bavarois dans la nuit du 8 au 9 novembre. La plupart des troupes, environ 23 000 hommes, prennent position dans la région de Coulmiers. Par temps froid et venteux, le général Van der Tann était sûr que son corps, faible, manœuvrait mieux que l'armée de la Loire, nombreuse, mais mal entraînée et inexpérimentée. Les troupes bavaroises s'alignent depuis le village de Saint-Péraville-la-Colombe le long de la route de Châteaudun via Coulmiers jusqu'à la Renardière. Les Français attaquent par le sud-ouest très tôt le matin et entrent en contact avec leurs ailes droites. Immédiatement après les premiers contacts, une grande partie de l'armée française a fait un virage, a attaqué au centre et sur l'aile. Mais en raison d'une formation de marche assez large, il a fallu un certain temps avant que toutes les unités puissent intervenir dans le combat. Lors de la première attaque, dans le centre vers 1h30 de l'après-midi, les troupes françaises ont réussi à s'approcher très près des Bavarois, qui avaient déjà épuisé toutes leurs munitions. Ces derniers y ont été secourus par l'artillerie qui s'est approchée à bout portant, en repoussant l'attaque ennemie. Une seconde attaque eut lieu vers 3h30 de l'après-midi, avec 7 régiments français contre un seul régiment bavarois isolé. La division de l'amiral Jean Jaurès-Guébéry attaque en direction de Guémigny et de Cheminier. Mais là encore, les Français ne parviennent pas à coordonner correctement leurs attaques. Ce qui laisse le temps, vous l'avez deviné, à leur adversaire de fournir des renforts sur les points décisifs et de repousser les régiments attaquants les uns après les autres, avec ce qu'on appelle un feu rapide. Après l'échec de cette attaque, les gardes mobiles se retirent de manière désordonnée. Ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés et avec l'aide de quelques unités régulières que les officiers français réussissent à rétablir l'ordre et à préparer la prochaine offensive. Malgré la supériorité numérique, les Français ne peuvent chasser les Bavarois de leur position. La cavalerie française, sous le commandement du général Réau, était trop à l'est, de sorte qu'un éventuel encerclement de l'aile droite des Bavarois n'était pas possible avant très longtemps. Lorsque l'infanterie française réussit enfin à prendre d'assaut Coulmiers, Van der Tann dut battre en retraite. Il avait déjà évacué les lieux lui-même avant cette dernière attaque afin d'éviter un encerclement total. Les Bavarois se replient de manière ordonnée vers Toury afin de s'unir avec d'autres armées allemandes. La retraite ultérieure à Argenville a eu lieu. La garnison, encore à Orléans, avec un effectif total d'environ 2500 hommes, doit également battre en retraite. Il n'est plus possible d'emporter avec elle les malades et les blessés. Cela a conduit à un nombre élevé de prisonniers, environ 800 à 1000 hommes. Les Français libèrent également environ 2000 de leurs propres prisonniers de guerre à Orléans. Ils sont également emparés d'une escouade de munitions avec 2 canons. Les Français s'abstiennent de poursuivre la cavalerie ou d'avancer plus loin sur Paris. Le 12 novembre, le corps bavarois rencontre à Argenville la 22e division qui s'est retirée quelque temps auparavant, ainsi que d'autres unités devenues vacantes après les capitulations de Toul, Strasbourg et Metz. Ce département de l'armée nouvellement formé était sous le commandement suprême de Frédéric François II de Mecklembourg-Schwerin. L'unité avait un effectif total de plus de 65 000 hommes, avec 232 canons. Pour l'instant, le groupe d'armées se composait des 3e, 9e et 10e corps, ainsi que d'une division de cavalerie supplémentaire. Le général Van der Tann a été rétrogradé au poste de commandant d'un corps d'armée. Le général Dorel de la Paladine refuse d'avancer davantage sur Paris tant que l'entraînement de ses troupes n'était pas terminé. Il demande un doublement de son salaire après sa victoire et Gambetta accède à cette demande. À Paris, la ville a été décorée de drapeaux tricolores à l'annonce de la victoire. Dans les jours et les semaines qui suivent, Orléans est fortifié par des milliers de soldats.
Le côté nord de la Loire est ainsi aménagé en tête de pont. Cela comprenait l'artillerie navale lourde et la fortification des bâtiments. Parallèlement à ces fortifications, les généraux français cherchaient à consolider la discipline de leurs troupes. Alors que le général de la Motte Rouge tente de gagner la confiance des soldats, ses officiers doivent apprendre les noms des soldats et parler aux soldats de leur famille. Le général Barry prononce plusieurs dizaines de condamnations à mort pour insubordination. Et pendant ce temps-là dans le monde, du 14 février au 27 avril 1870, c'est la révolution de avril au Venezuela. Le président du parti de la Restauration, Antonio Guzmán Blanco, 1829-1899, s'empare du gouvernement vénézuélien grâce à l'appui des libéraux dirigés par l'aristocratie de Caracas. Soutenu par le monde paysan pour s'être publiquement prononcé contre l'oligarchie, il finira par gouverner en faveur de l'oligarchie pendant 19 ans de dictature qui prend fin en 1888. Le 1er mars, c'est la fin de la guerre de la Triple Alliance, la défaite définitive de l'armée paraguayenne à la bataille de Cerro Corá contre les armées coalisées de l'Uruguay, l'Argentine et de l'Empire du Brésil. Le 30 juillet, c'est l'abolition du Concordat de 1855 en Autriche-Hongrie. Le cardinal Schwarzenberg, archevêque de Prague, prend la tête de l'opposition catholique. Le 20 septembre 1870, c'est la prise de Rome qui provoque l'annexion de la ville éternelle au royaume d'Italie. Et le décret du 9 octobre met fin à l'existence des États pontificaux et du pouvoir temporel des papes. Comme on l'a vu, le 9 novembre 1870, le village de Coulmiers fut le témoin d'une victoire française de l'armée de la Loire sur les troupes du royaume de Bavière, alliés du royaume de Prusse, durant l'invasion de la France en 1870. Un imposant monument funéraire érigé en 1870 pour accueillir et honorer les soldats morts au combat commémore cet événement historique. Bordant la route départementale, ce monument ne manque pas de susciter la curiosité de nombreux voyageurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.